Allez, on plonge directement au cœur de cette analyse. Aujourd'hui, on va explorer une dynamique humaine vraiment fascinante, et on va le faire à travers une histoire super spécifique tirée de nos sources. C'est le récit d'un anniversaire, mais attention, pas n'importe lequel. Il s'agit du 30e anniversaire de Saeko, une détective littéralement redoutable. À première vue, on s'attend logiquement à une fête joyeuse, on est bien d'accord. Mais en réalité, le texte source nous dévoile une lutte interne complètement poignante. On va décortiquer comment une vraie pro, quelqu'un qui a l'habitude d'afficher une carapace en béton armé, cache en fait une mélancolie ultra profonde et un besoin d'affection derrière une façade de dureté. C'est une super exploration de la vulnérabilité qu'on a tous en nous, surtout pendant ces fameux moments charnières de la vie. Et franchement, la contradiction qui définit toute la journée de Saeko, elle est exactement là. D'un côté, c'est l'interdiction formelle, la règle stricte imposée à tout le monde. On ne parle surtout pas de son célibat. C'est un mur gigantesque qu'elle a érigé pour se protéger. Mais de l'autre côté, dans la même phrase, on découvre sa réalité émotionnelle. Elle espère secrètement un signe de ses proches. Cette tension énorme entre ce qu'elle projette au monde extérieur et ce dont elle a désespérément envie à l'intérieur, c'est le moteur de tout ce qui va suivre. C'est une architecture psychologique un peu complexe, mais finalement c'est incroyablement familier, pas vrai ? Alors passons à notre premier chapitre, le poids de la trentaine ou le catalyseur du vieillissement. 30 ans. Ce cap, ce n'est pas juste un chiffre. Pour Saeko, ce nombre pèse littéralement une tonne. Le texte source la décrit comme une trentenaire assumée, ce qui donne l'impression d'une vraie acceptation, enfin, au moins en façade. Parce que juste après, il est précisé qu'elle est en fait hypersensible au temps qui passe. La dualité est dingue. Avoir 30 ans, ici, ça devient une sorte de miroir grossissant pointé directement sur ses insécurités. Ce n'est pas juste arracher une page du calendrier, c'est l'entrée fracassante dans une nouvelle décennie qui force à faire le bilan. Du coup, chaque émotion et chaque petite interaction de la journée s'en retrouvent totalement amplifiées. Et là, on voit très bien comment une petite étincelle peut allumer un vrai brasier. Le tout premier élément déclencheur de la journée arrive avec les remarques, disons, un peu maladroites de Shen sur son âge. Quand on est déjà hyper sensible au temps qui passe, comme avec ce fameux cap de la trentaine, une simple remarque, même complètement involontaire ou un peu empotée, boum, ça agit comme un catalyseur. Dès le matin, les mots de Shen viennent exacerber les insécurités de Saeko. Ça la braque immédiatement sur la défensive et ça donne tout de suite le ton. On part sur une journée sous le signe de la vulnérabilité bien cachée. Ce qui nous amène à notre deuxième partie, la façade de Saeko, le mécanisme de défense. C'est vraiment fascinant de mettre en parallèle ces deux aspects parce que c'est le cœur même de son comportement. D'un côté, on a la projection extérieure. Pour repousser les gens et éviter de souffrir, Saeko montre de la lassitude, elle se noie frénétiquement dans le travail, elle multiplie les dénégations et elle impose des règles super strictes sur ce qu'on a le droit de dire ou pas. Bref, elle se donne une image de femme débordée et totalement intraitable. Mais de l'autre côté, la réalité intérieure, c'est une toute autre histoire. Il y a ce désir silencieux, hyper profond d'avoir de la compagnie. Sous cette armure de détective impitoyable, on a juste une personne qui meurt d'envie qu'on pense à elle. Sa stratégie ? Paraître complètement inaccessible pour ne surtout pas montrer à quel point elle espère qu'on s'approche. Le point crucial ici, il est parfaitement résumé par cette définition. Une façade, c'est par définition une apparence extérieure trompeuse. Le texte montre hyper clairement que notre détective cache son envie de compagnie derrière la fatigue et le boulot. Le travail, ici, ce n'est plus seulement une vocation, c'est carrément devenu un bouclier. Et la lassitude, ce n'est pas juste un manque de sommeil, c'est une posture. En ayant l'air exténuée et accaparée par ses enquêtes, elle offre une excuse toute faite pour justifier sa solitude. Résultat, personne ne peut voir la réalité super mélancolique qui est planquée juste en dessous de son costume de professionnel endurci. Passons maintenant au troisième chapitre, Solitude à Shinjuku, la réalité interne. Cette frise chronologique retrace vraiment la descente mélancolique de sa journée. On commence le matin avec la grosse bourde de Shen qui vient gratter là où ça fait mal, directement sur l'ego. Ensuite, l'après-midi, le vide total. Le texte source parle d'un silence radio absolu de ses proches. Et ce silence, il est assourdissant. Parce que quand on a soi-même imposé une grande distance, avec des règles hyper strictes, le fait que les autres respectent cette distance, ça peut être ressenti comme un abandon pur et simple. Et puis le soir tombe, et on atteint le sommet du sentiment d'isolement quand elle se retrouve toute seule à faire ses courses. C'est une vraie descente aux enfers de la solitude, où l'oubli apparent de ses amis creuse un fossé qui semble infranchissable. La source nous offre ici une image visuelle extrêmement forte. Essayons d'imaginer la scène un instant. Saeko qui erre dans le quartier hyper animé de Shinjuku. D'un côté, on a la foule, le bruit, l'effervescence de la ville. Et au beau milieu de tout ça, notre détective, d'habitude si forte, qui marche toute seule, chargée de provisions. Honnêtement, ces sacs de course, c'est presque qu'une métaphore géante du poids émotionnel qu'elle traîne. Elle est là, alourdie physiquement, mais surtout chargée de ces fameux espoirs non dits. Elle espère en silence avoir la compagnie qu'elle a pourtant repoussée de toutes ses forces tout au long de la journée. On arrive alors à un vrai pic de tension dramatique avec cette question toute simple.
est-ce que ce malentendu va littéralement ruiner la fête? L'ironie dramatique est à son comble, elle veut absolument qu'on célèbre son anniversaire, mais elle a tout fait pour l'empêcher. Est-ce que ses amis vont respecter ses interdictions à la lettre, la laissant finir cette journée charnière dans une déception absolue? Ou est-ce qu'ils vont réussir à décrypter son comportement avant qu'il ne soit trop tard? Ce qui nous amène à notre 4e et dernier chapitre. Les masques tombent, la résolution. Le dénouement repose entièrement sur la clairvoyance de son entourage. Le mystère est enfin percé. Rio et le commissaire ne se laissent absolument pas berner par les apparences. Ils ne s'arrêtent pas à l'image de la détective glaciale et obsédée par ses dossiers. En fait, ils lisent entre les lignes. Ils pigent que ces dénégations hyper-agressives sont au fond un énorme appel au secours. Il y a, comme le dit si bien notre source, une véritable prise de conscience collective. Ses amis réalisent enfin que derrière la carapace blindée, il y a juste une femme qui vient de fêter ses 30 ans et qui n'attendait secrètement qu'une seule chose, être célébrée. Et voici le résultat magnifique de tout ça. L'oubli collectif, ce fameux silence radio qui pesait une tonne toute l'après-midi, pouf, ça se transforme d'un coup en de superbes retrouvailles chaleureuses. Devant l'arrivée du gâteau d'anniversaire, toute la tension s'évapore comme par magie. C'est l'instant exact où les masques, ces fameuses façades de lassitude et de déni, tombent pour de bon. Saeko n'a plus du tout besoin de jouer la détective invincible. Elle peut juste être elle-même, accepter l'affection de ses proches et relâcher enfin la pression de tous ses mécanismes de défense. Pour clore cette analyse, il faut vraiment s'arrêter sur cette ultime réflexion. L'histoire de Saeko, au fond, c'est un miroir parfait de l'expérience humaine. On érige tous des barrières, que ce soit en se cachant derrière notre boulot, en certains cynismes ou une prétendue indépendance farouche, tout ça pour se protéger. Mais la vraie question, celle qui reste en suspens et qu'on doit tous se poser, c'est, en construisant ces murs, est-ce qu'on ne finit pas par bloquer les personnes mêmes qui pourraient combler la solitude qu'on cherche tant à fuir? C'est une question qui donne vraiment matière à réfléchir.